C'est un grand plaisir pour nous d'organiser ce match, ce France-Russie, un match international qui se joue à Gap. C'était un de nos objectifs. On avait déjà postulé l'année dernière et puis ça n'avait pas pu se faire. Mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, de faire revenir l'équipe de France sur la patinoire de Gap avec une nouvelle arena. Il fallait qu'on ait un événement de cette ampleur. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur, donc on s'est employé pour le faire. L'équipe de France à Gap, ça faisait 26 ans qu'elle n'était pas venue. Et pour ce retour, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une affiche qui est très prestigieuse avec une équipe de Russie qui est une des meilleures équipes mondiales actuellement. Et ça va être un beau match, c'est un très bel événement. Je te laisse. Bon. Ouais, donc effectivement, c'est un très bel événement. On est très fiers, nous, de l'organiser. On a vraiment senti un vrai engouement, hein, puisque ça fait déjà 2 mois qu'on avait communiqué comme quoi on ouvrait France-Russie le 20 décembre. On a tardé pour ouvrir la billetterie et tout, c'est notre premier événement depuis 26 ans, donc on avait toute une logique tarifaire qui était quand même compliquée à mettre en place, parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on ferait. Alors, on a voulu taper haut dans l'esprit de se dire qu'on allait faire un très bel événement, on allait vraiment faire un beau spectacle. Donc on avait tapé volontairement un petit peu haut sur les tarifs, avec un risque. Et effectivement, je pense qu'on aurait mis les places, j'exagère, au double, on les aurait vendues aussi. Alors c'est pas le but du jeu. On n'a pas rempli la patinoire à 100%. Hein, on est parti ensuite suite à l'affluence record qu'on a eu, la billetterie, on avait prévu de vendre en fait 800 places debout. On s'est limité à 400 parce qu'on est parti d'un principe après qu'à 25 € la place debout, il faut quand même que les gens ne soient pas sur 2 ou 3 rangs. Il faut quand même que les gens puissent voir le match. À 2 € la place debout, éventuellement on peut mettre un peu comme on veut, mais là, quand on paye une place 25 € debout, il faut quand même voir le match dans des conditions optimum. Donc on a volontairement stoppé à 400 places debout, alors qu'on pouvait, dans le niveau de terme de jauge, monter à 3032 places de mémoire. Donc on peut encore mettre 400 places. Voilà, donc on est très content d'accueillir Gérald Denlon et Pierre Pousse, qui vont vous dérouler un petit peu plus, on va dire, l'événement sur la partie sportive de l'équipe. Oui, bien. Écoutez, bonsoir, merci de nous accueillir ici. Et pour nous, c'est effectivement une joie et un honneur d'être parmi vous. Effectivement, alors nous, la chance que nous avons, c'est que depuis de nombreuses années maintenant, on commence à avoir des équipes internationales, on va dire, de plus en plus prestigieuses, puisque le niveau de l'équipe de France grimpe d'année en année, et du coup, nos adversaires trouvent un intérêt à venir jouer contre nous. Et effectivement, l'occasion s'est présentée d'accueillir la Russie, puisque l'année dernière, elle nous avait invités au cours d'un des matchs de transition avant qu'elle parte faire un autre événement, et on est allé à Moscou, je crois que c'était le 5 ou 6 novembre, il me semble, où derrière, du coup, nous avions proposé à leur équipe de venir en France, et là, la fédération s'est positionnée pour savoir quels allaient être les clubs, en tout cas, en capacité d'accueillir une équipe nationale russe, puisque vous en doutez bien que le calibre de cette équipe fait quand même qu'elle puisse être dans des conditions, on va dire, d'accueil, avec un équipement qui correspond, on va dire, à la valeur de cette équipe-là. Donc ça s'est positionné sur le club de Marseille et puis sur le club de Gap. Donc pour nous, c'est une chance. Nous, ce qu'on espère, c'est que l'équipe nationale, et je laisserai parler pour cela Pierre, c'est que l'équipe nationale soit au rendez-vous, on va dire vis-à-vis de cette équipe, qu'elle puisse offrir un beau spectacle et surtout qu'elle puisse être la plus performante possible face à cette nation-là, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est en train de préparer son événement majeur, en l'occurrence les Jeux Olympiques de Sochi. Donc on pense quand même que cette équipe viendra avec certains atouts et voudra montrer ce qu'elle vaut réellement, et nous on ne sera pas là en dilettante. Voilà. Pierre, je te laisse. Oui, donc effectivement, ce que je peux dire moi, c'est que on a vraiment ciblé en dehors des championnats du monde cette année. Notre objectif, c'est ce rassemblement de décembre et 2 matchs contre la Russie, puisqu'on va essayer de rassembler vraiment notre meilleure équipe, en dehors bien sûr des joueurs qui jouent aux États-Unis et au Canada, puisqu'ils ne sont pas libérés. Ce sera pareil pour les Russes, mais les Russes vont sûrement avoir une équipe qui sera composée donc de joueurs qui jouent en KHL, et ce sera un très très haut niveau. On les a déjà rencontrés l'année dernière, il y a 2 ans. Donc on sait à quoi s'attendre. Maintenant, nous, sur ces 2 matchs, effectivement, on va rassembler notre meilleure équipe. Excusez-moi pour le retard.
Et donc voilà, la sélection va bientôt sortir et tous nos atouts, en tout cas ceux qui jouent en France et ceux qui jouent en Europe seront là. Et donc on espère que on sera au rendez-vous sportif, surtout que les Russes seront à cœur de faire une bonne figure face à nous, puisqu'on les a battus l'année dernière au championnat du monde, et je pense que ça doit être quelque part dans un point de la tête. C'était quoi le score déjà? 2-1. 2-1, hein? 2-1. 2-1, et effectivement c'était la première fois que la France battait les Russes, et les Russes qui étaient champions du monde l'année d'avant, qui restaient sur 13 victoires consécutives, et c'est vrai que bon, c'est encore une progression de l'équipe de France. L'équipe de France depuis qu'elle est dans le groupe A, donc depuis 6 ans, c'est l'équipe qui a le plus progressé au niveau mondial en termes de ranking. Un ranking, c'est un classement qui est fait sur les 4 dernières années. Et c'est vrai que la France est la nation qui a le plus progressé avec la Norvège dans les 20 premiers mondiaux. Donc l'équipe de France progresse chaque année. Et le fait de battre un champion du monde, ça fait partie de cette progression. C'est très très dur de progresser dans la hiérarchie mondiale en hockey sur glace. Et on le fait lentement mais sûrement. Et maintenant, effectivement, quand on vient dans un championnat du monde, notre objectif n'est plus seulement de se maintenir. C'est toujours quelque chose qui est primordial de se maintenir, mais on commence à regarder vers les quarts de finale. Il y a 2 ans, on a été proche de le faire. Cette année encore, ça s'est joué à une victoire. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de rater un championnat du monde, mais maintenant on commence à regarder un peu ce qui se passe en haut. Et c'est vrai que le championnat du monde qui aura lieu cette année à Minsk sera encore l'occasion d'essayer de progresser encore. Et à quoi vous attribuez cette progression lente mais sûre? C'est tous les efforts que la fédération fait. Si on regarde quand même, c'est qu'il y a eu un travail qui s'est enclenché depuis de nombreuses années, depuis que la fédération a pris son autonomie, a pris son envol, et puis évidemment après toutes les orientations que la fédération a mis en place avec la direction technique nationale pour que justement nos joueurs continuent à progresser et à s'affirmer sur le plan international. Après il est clair qu'aussi la structuration de notre hockey a fait que, et c'est pas suffisant, nous savons que c'est pas suffisant. Il est clair qu'il faut que le hockey continue de se structurer au niveau des clubs pour qu'on ait un championnat digne de ce nom-là, qui va permettre à nos joueurs qui évoluent sur le sol français de pouvoir avoir un rythme supérieur. Donc on attend avec impatience que la fameuse Ligue Magnus prenne un envol plus conséquent qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Et puis il y a aussi le fait que certains joueurs français maintenant s'exportent de mieux en mieux sur les championnats étrangers, et ça joue beaucoup. Ah, c'est vrai que la formation française est bonne. On se rend compte que des joueurs qui ont été formés entièrement en France arrivent à jouer au plus haut niveau mondial. Je pense notamment à Pierre-Édouard Bellemare, qui a été formé entièrement en France, qui est parti alors qu'il avait plus de 20 ans en Suède, qui a franchi tous les échelons là-bas. Je pense aussi à Yann Vitu. Pierre-Édouard Bellemare a été champion de Suède l'année dernière. Johan Vitu a été champion de Finlande il y a 2 ans. Donc la formation française est bonne. Et c'est vrai que ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui, je ne parle pas en termes de niveau de Ligue Magnus, mais je pense que c'est en nombre de matchs, parce qu'on est un des seuls championnats européens à jouer si peu de matchs dans son championnat. Alors on a la Coupe de la Ligue, on a la Coupe de France, c'est bien, mais il faudrait effectivement qu'à l'image des autres les championnats, les autres pays, on joue au moins 2 matchs de championnat par semaine. Et je pense que c'est un minimum pour qu'on puisse effectivement atteindre le rythme international. Pour revenir aux 2 matchs de Marseille et de Gap, vous avez l'assurance hors NHL, hors tout le monde? C'est toujours un peu... Non, effectivement, on va essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Après, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on aura tout le monde. Je peux déjà dire qu'on n'aura pas le capitaine Laurent Meunier, vu que les Allemands ne font pas de trêve internationale en décembre. Donc voilà, il a des matchs de championnat, on ne peut pas lui demander de venir alors qu'il joue sa peau pour se qualifier pour les playoffs avec son club. Donc voilà, mais à de rares exceptions près, on aura la meilleure équipe possible. Et nous, en tout cas, on va essayer de mettre la meilleure équipe possible sur pied. Quelles sont les chances des joueurs qui évoluent dans les équipes de Gap et de Brégançon de faire partie de ce match? La liste n'est pas encore sortie
Donc je ne vais pas parler de cas particuliers, mais il y a Si des je joueurs comprends bien, en tout, il y a des joueurs effectivement de Briançon qui ont été avec nous là, la semaine dernière, et les joueurs de Gap, on en suit quelques-uns. Pour l'instant, ils n'ont pas fait partie de l'équipe senior, en tout cas cette année. Donc voilà, Dave et moi, on est sur chaque journée de championnat, chaque fois qu'il y a une équipe en France qui joue, on est là. Donc on suit tous les joueurs et on sait exactement à quel niveau ils évoluent et quelles sont les tendances. Donc la sélection va sortir dans quelques jours et je suis sûr qu'il y aura des joueurs de Briançon. Vous avez une date Pour la liste, Ouais. ça devrait sortir vraisemblablement la semaine prochaine. Dans la hiérarchie des gardiens, il y a une hiérarchie bien précise aujourd'hui. La hiérarchie des gardiens, elle est. Il y a effectivement un numéro 1 qui est toujours là, Christophe Vallier. Après, effectivement, Florian Hardy et Roland Kemener ont marqué des points. Florian Hardy, l'année dernière, le match contre la Russie, c'est lui qui l'a joué. C'est quand même un très bon indicateur de savoir qu'il est capable de répondre en championnat du monde à la pression, parce qu'effectivement, jouer avec l'équipe de France dans un match international, c'est une chose, mais pouvoir gagner un match de championnat du monde avec l'équipe de France, c'est autre chose dans un championnat du monde groupe. Donc il l'a fait, donc c'est vrai qu'il s'est positionné. Fabrice Henry est toujours le gardien de Rouen et a toujours répondu présent, en tout cas avec l'équipe de France. Roland Kemener, après une saison un peu difficile il y a 2 ans à Grenoble, et depuis 2 ans à Briançon, revient au plus haut niveau. Donc c'est une bonne nouvelle pour le hockey français d'avoir autant de candidats aux 3 postes de gardien qui viendront avec nous au championnat du monde. Il faut savoir juste que, justement, en ayant bien conscience avec les entraîneurs nationaux des difficultés qu'on pouvait rencontrer dans le cadre du réservoir des joueurs de l'équipe nationale, on a mis en place un suivi de gardien qui permet notamment à Ronan, il vient d'avoir des retours réguliers d'un spécialiste qui lui permet d'accompagner sa carrière et du coup certainement de progresser comme il le fait à l'heure actuelle. C'est le cas aussi pour Florian Hardy. Et puis il y a 4 ou 5 gardiens qui sont suivis. Il y a aussi Clément Fouquerel à Chamonix et il y avait aussi le jeune Sébastien Illonen. Donc là aussi, nous, au niveau de la fédération, au niveau de la DTN, on fait en sorte que nos joueurs continuent de progresser et on essaie d'amener des moyens supplémentaires pour que, pour l'instant, on puisse pallier à la problématique des clubs, puisque si on regarde à l'étranger, la plupart des championnats dans lesquels évoluent les clubs de prestige, ils ont tous des entraîneurs de gardiens. Ce que nous n'avons pas, nous, chez nous encore en France. Et c'est vrai qu'à terme, nous souhaiterions. Oui, parce que c'est un poste Clé. prépondérant. Oui, Clé. C'est un poste clé. C'est-à-dire qu'au championnat du monde groupe A, en tout cas pour l'équipe de France, si on n'a pas un gardien qui fait des exploits, on n'existe pas. Donc, et c'est le cas de la France, mais c'est le cas de beaucoup d'équipes, parce qu'effectivement, on se prend entre. C'est vrai qu'on prend moins de lancers qu'au début, on prenait entre 40 et 45 lancers par match. Maintenant, on est revenu un peu à la normale des autres équipes, entre 30 et 35 lancers. Mais effectivement, il faut que nos gardiens fassent des exploits. Et pas seulement, comme on dit, faire le boulot. Toutes les grandes équipes ont toujours eu des grands gardiens. En foot aussi, d'ailleurs. Grâce à Monsieur le directeur technique national, si je peux me permettre, vous venez de faire un constat sur le manque d'encadrant technique au niveau des gardiens. Est-ce que la fédération s'est penchée sur le sujet? Est-ce qu'elle envisage quelque chose? La fédération, elle a non seulement envisagé le sujet, elle va mettre en place, elle a mis en place déjà l'année dernière une formation pour les entraîneurs de gardiens qui se sont réunis à Vaujany pendant 5 jours. Ils ont profité de la présence des meilleurs potentiels français, puisqu'on a regroupé les meilleurs gardiens moins de 16 ans, moins de 18, moins de 20, seniors, ceux qui sont en passe de devenir plus les féminines, parce qu'on ajoute évidemment les féminines, moins de 18 féminines et seniors féminines. Et là, donc, à cette occasion, il y avait 7 techniciens français qui étaient présents pour justement commencer à être des formateurs, à devenir des formateurs d'entraîneurs de gardiens pour la suite, et qui puissent à terme, nous l'espérons, devenir des référents pour nos collectifs nationaux. C'est-à-dire que nos collectifs nationaux, nous souhaitons, et après tout dépendra aussi des moyens financiers pour ça, nous souhaitons avoir un référent par collectif pour qu'à chaque fois qu'il y ait un stage d'équipe nationale organisé, il y ait un entraîneur de gardien qui soit présent avec eux. Voilà, ça c'est nos objectifs. Le deuxième orientation, c'est que cette année, nous avons créé l'option, dans le cadre des formations d'entraîneurs, nous avons créé l'option gardien
pour tous les techniciens. C'est-à-dire qu'il y aura un module spécifique gardien organisé, donc qui sera ouvert à un certain nombre de places. Donc les techniciens pourront postuler, pourront s'inscrire pour faire cette formation. Oui, on fait tout pour développer cette spécificité, ce qui est pour nous essentiel. Vous avez prévu quand même un technicien dédié à l'équipe de France par rapport à ça ou pas? Alors actuellement, il y a Romain Farrugia qui a été embauché par la fédération, au sein de la direction technique nationale, pour être le référent gardien. Il s'occupe actuellement déjà des gardiens en France. Il est accompagné, enfin, il se forme en même temps auprès du spécialiste qui suit les 4-5 jeunes potentiels. Ce spécialiste qui évolue en Suisse sera présent sur le stage de février avec l'équipe nationale à Briançon. Oui, on est en train de préparer tout ça. On a bien conscience de l'importance que ça représente et on voudrait réellement qu'en Ligue Magnus, on n'ait pas 4, voire enfin, on a 6-7 gardiens actuellement, donc on en est pratiquement une dizaine. Parce que c'est là où réellement ils pourront se développer. Si on regarde un peu l'évolution par rapport à. Nous, on a pris l'équipe en 2005-2006. Au début, on a apporté le coaching vidéo. Après, on a eu le préparateur physique. Et maintenant, effectivement, c'est le coaching gardien qui est dire la pièce manquante qui vient d'être apportée là maintenant. Donc c'est vrai que pour l'équipe, le collectif senior, c'est vrai que Christophe Baluette et Fabrice Henry, entre guillemets, sont des vieux de la vieille, mais ils ont besoin et ils sont avec des entraîneurs gardiens dans leur club. Par contre, c'est vrai que tous les jeunes gardiens qui arrivent seront encadrés et sont déjà encadrés par notre référent gardien au sein de la fédération. Damiro sera capitaine. En décembre. Il faut déjà qu'il soit sur la liste. Non, mais effectivement, c'était bien que Damien Roux soit notre capitaine de cette équipe de France qui n'avait aucun trentenaire donc, la semaine dernière en Autriche. Et c'est vrai que Damien Roux est là depuis qu'on prend en poste. Donc c'était une sorte de logique que ce soit lui le capitaine. Et c'est vrai que bon, pour son premier capitana, il a été invaincu. Il a gagné le tournoi. Donc c'est vrai que ça devient un postulant la victoire de l'équipe de France. Par rapport à Baptiste Amar, qui lui n'était pas présent. Oui, donc Baptiste Amar, effectivement, comme tous les autres trentenaires, on avait préféré les laisser au repos pour effectivement nous pouvoir voir d'autres potentiels. Et puis c'est vrai que voilà, ils ont une sorte une expérience qui fait que voilà, on cible sur certains événements et donc comme je le disais en début de conférence, on a ciblé l'événement de France-Russie, donc tous les anciens seront là et voilà, Baptiste Amar, Loïc Trey, je disais que Meunier ne serait pas là parce qu'il sera par ce championnat, mais on va voir effectivement tous les anciens revenir. Je ne sais pas si on vous a posé la question parce que je suis arrivé un petit peu à bout. Est-ce que l'équipe de Russie est la vraie équipe de Russie? Alors non, c'est pas la vraie équipe de Russie dans le sens où il n'y aura aucun joueur qui joue en NHL, donc Ovechkin, Malkin, tout ça ne seront pas là. Par contre, c'est une équipe de joueurs qui jouent tous en KHL et qui postulent à avoir un poste pour les Jeux de Sochi. Donc quoi qu'il arrive, c'est vrai que quand on parle d'Ovechkin ou Malkin, c'est des superstars, mais l'équipe de Russie a le potentiel pour aligner 3 ou 4 équipes de niveau équivalent et je pense qu'on marche largement assez en décembre avec l'équipe qui vont présenter forcément. Oui, donc c'est la vraie équipe. Oui, ce sera l'équipe effectivement avec c'est l'entraîneur adjoint de l'équipe de Russie qui sera là, qui va les coacher. C'est un programme qu'ils ont mis en place depuis 2-3 ans et c'est vrai que voilà, les Russes sont à la recherche de matchs et on les a déjà joués 2 fois et à chaque fois ça a été des bonnes confrontations. C'est un événement quand même parce que l'équipe de Russie accepte de jouer contre l'équipe de France, c'est un grand événement. Bien sûr. Ça ne s'est jamais produit. Il a fallu les battre une fois pour qu'ils... C'est un grand événement pour les Russes. Non, mais c'est vrai. On les a joués déjà 2 fois. Oui, on les a joués déjà Avant de les battre, on les a joués 2 fois. Non, mais parce qu'on commence à être concurrentiel. On Tout à commence fait. à être mais qui viennent en France. au niveau Tout à fait. des
deuxième bas de liste Ils viennent pas pour un match d'entraînement, quoi. Voilà. Non, ouais. totalement. Ils viennent plus pour un match d'entraînement, quoi. Voilà. C'est clair. Et moi, je voulais vous demander par rapport à l'équipe de France qui vient, c'est bien. Qu'est-ce que le club de Gap a prévu au niveau animation? On va y venir. Ah, d'accord. On va y venir, on laisse D'accord. la partie, finir la partie, à moins que vous ayez fini, mais sur la Ben, moi, partie technique, sportive Oui, j'ai encore une de question. du match. Donc, Je reviens sur le. Vous avez bien marqué que le rôle que les gardiens étaient quelque chose de très important dans le hockey aujourd'hui. Est-ce que dans le hockey, on va dire moderne d'aujourd'hui, plus qu'avant, la base pour envisager d'être performant, c'est précisément d'être très bon en défense et de prendre le moins de buts possible? Parce qu'on a toujours l'habitude de dire qu'en football, c'est simple, il suffit de marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner. En hockey, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Si vous en mettez un de plus que l'adversaire, vous Ça avez marche gagné. C'est pareil, oui. Mais il y a peut-être une. Non, mais disons qu'en plus Avec sur glace, peut-être le côté défensif qui est encore plus. en plus sur glace, c'est dur de, marqué. entre guillemets, bétonner et de. Ouais. Donc, Oui, quand même. Hein. Ouais, et puis, Voilà, il y a beaucoup plus d'action sur la cage, donc. Mais je trouve que le jeu est quand même plus ouvert qu'avant. D'accord. Je pense qu'il y a plus d'action et c'est vrai que c'est pour ça que le rôle du gardien est de plus en plus important parce qu'effectivement, il y a Ça se joue à peu, donc. Ouais. il y a une tendance actuellement, de toute façon on le voit bien à chaque fois qu'on fait un championnat du monde, en observant les nations du top 4 ou du top 8, on voit bien toutes les évolutions qu'elles essaient d'apporter dans le jeu. L'année dernière, on a bien vu qu'il y a aussi la participation à outrance des défenseurs à l'attaque. Dès la relance immédiate, c'était aussi avec les défenseurs. Notamment, on a regardé les États-Unis jouent énormément avec leurs défenseurs à l'offensive. Et c'est un jeu qui se joue maintenant réellement à 5. Oui, c'est-à-dire qu'ils se projettent vraiment vers l'avant et donc il y a la deuxième puis la troisième vague. Et donc tout est fait pour essayer vraiment de faire la différence sur le plan offensif. Donc aujourd'hui, c'est effectivement renforcement de la défense si possible. D'accord. Voilà. Provoque la réaction pour améliorer encore l'offensive. Et c'est tout le temps la même chose. Maintenant, ce que dit Pierre, effectivement, le jeu est quand même assez ouvert. Et puis c'est vrai qu'aussi les éléments, enfin la qualité des joueurs aujourd'hui fait que sur un plan technique, il y a des sacrés joueurs qui sont capables de faire la différence sur les duels. Donc, ça crée pas mal de situations offensives que peut-être dans d'autres disciplines on a moins. Puis la base des résultats aussi tient aux situations spéciales que sont les 54 et les 4-5. Donc la France depuis quelques années est assez performante en supériorité numérique. Elle a eu plus de mal en infériorité numérique. C'était un peu mieux l'année dernière, mais c'est vrai que si on est capable de marquer en supériorité numérique à un pourcentage intéressant, et voilà, tout de suite on peut envisager des résultats meilleurs. Si on n'est pas performant en supériorité numérique, c'est quasiment impossible de. On laisse passer des occasions de. Pour en revenir à tout à l'heure la réforme de la Ligue Magnus que vous évoquez, on est toujours dans le calendrier ou ça sera de nouveau repoussé ou... Bonne question. Vous êtes au courant que le format du championnat a été repoussé de 2 saisons. Donc normalement, il devrait voir le jour plutôt 2016-2017. Depuis, il n'y a pas eu de contrat par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passera d'ici les 2 prochaines saisons? C'est la commission Magnus qui va travailler là-dessus, qui va être sollicitée et qui va donner des éléments pour ça. La volonté, effectivement, a été d'arriver rapidement à ce nouveau format. Les présidents de club ont fait part de leur crainte sur un plan financier de ne pas pouvoir assurer un tel rythme. Bon, la fédération a fait preuve de sagesse par rapport à cela. Maintenant, le reculer, c'est peut-être pas non plus une solution. À un moment donné, il faut peut-être pouvoir se lancer dans le bain et on a bien conscience, malgré tout, des difficultés financières que peuvent avoir certains clubs. Maintenant, il faut aussi avoir conscience que c'est en structurant le club que peut-être que ces difficultés financières changeraient. Maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi un autre aspect. La capacité à une patinoire d'accueillir du public est réellement importante. Si effectivement on se retrouve, je pense à un club comme Dijon qui a à peu près 800 spectateurs, enfin 800 places assises et qui ne veut pas aller au-delà, je ne vois pas comment, sur le plan financier, ils vont pouvoir asseoir un schéma économique qui va permettre peut-être d'aller dans ce type de championnat. C'est une simple interrogation, je ne porte pas de jugement. Donc là, c'est aussi essentiel. L'élément patinoire, c'est important.
Mais il ne faut pas oublier que c'est une structuration. Ça, j'ai l'impression que parfois, certains clubs, malgré tous les efforts qu'ils souhaitent faire, ont encore tendance un peu à prendre en compte simplement l'aspect joueur. L'aspect joueur, c'est important pour eux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire peut-être l'effort sur un poste financier qui va amener une structuration de club qui va du coup peut-être développer des ressources financières supplémentaires, parce qu'il y a des postes quand même qui sont stratégiques, mais nous, on va préférer garder un joueur. Et on ne pense pas non plus que ça peut être la formation qui peut nous amener ce joueur-là. C'est ça aussi un petit peu la problématique que nous avons, c'est que certains clubs n'ont pas pris ce choix-là pour diverses raisons, et puis d'autres l'ont fait, et on voit quand même bien qu'à la longue, c'est ceux qui l'ont fait qui sont beaucoup plus stables. Alors je veux dire, les schémas parlent quand même d'eux-mêmes. J'avais une question sur la médiatisation, parce que c'est vrai que s'il y a du progrès, c'est bien que ce soit accompagné. Donc vous avez signé un partenariat avec l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené dans les années qui viennent avec justement la nouvelle formule à s'agrandir? Je sais que vous êtes consultant pour eux, Pierre Pousse. Est-ce que c'est quelque chose, vous savez déjà si il y aura une formule plus qu'un match par semaine, ou si, parce que c'est bien d'avoir un public aussi derrière qui puisse aider le sport à monter, parce que actuellement on n'est pas encore au niveau de nos confrères étrangers. Moi je peux répondre. Non, ce que je peux dire, moi, c'est que de toute façon, effectivement, l'expérience est un peu cette année. Il y a eu des petits problèmes techniques au début. Là, j'ai l'impression que ça se met un peu mieux en place. Après, il faudra tirer des conclusions, j'imagine, financières de tout ça et voir un peu si ça peut être agrandi, si ça peut être maintenu. Je ne sais pas du tout après. Au niveau de la fédération, alors effectivement, le problème de la médiatisation est toujours le même, à savoir, effectivement, est-ce qu'on va pouvoir offrir aux clubs français un rayonnement médiatique plus important qu'il ne l'est, et donc un affichage. Il y avait Sport Plus, ça avait ses limites, hein, parce que leur schéma était assez particulier. On était bien content de les avoir. Là, il y a eu effectivement un partenariat qui s'est développé avec les télééquipes pour permettre, avec un nouveau système, et là c'est aussi pour eux une expérience, d'avoir au moins une journée de championnat filmée par le web. Alors c'est ce qu'il en est. Le web est ce qu'il est, je ne sais pas si c'est effectivement quelque chose, si c'est l'avenir, en tout cas, semble-t-il que ça l'est. Et puis la fédération avait justement envie de se lancer dans ce pari-là avec eux, parce qu'au moins il allait y avoir une journée de championnat supplémentaire. Alors, comme le dit Pierre, il y aura une analyse qui sera faite, je ne pense pas à l'issue de la saison, il y en aura une bien entendu, mais de là à arrêter tout de suite les choses, non, si ça ne marchait pas. Mais en tout cas, au bout peut-être de 2 ans, voir faire une analyse pour savoir si effectivement c'est un système qui est viable et qui peut être développé. Ou est-ce que c'est un système qui n'a pas fait ses preuves, et puis là, il faut revoir la chose. Maintenant, la volonté de la fédération d'accompagner les clubs, c'est quand même qu'effectivement, à un moment donné, on puisse avoir nos propres médias qui nous diffusent le plus possible. Maintenant, regardez quand même à côté des disciplines françaises, mis à part le rugby et le foot, le hand, pourtant, c'est quand même 400 000 licenciés, et avec quand même des équipes qui tiennent la route. Quand on voit la diffusion médiatique, c'est quand même pas non plus... pas assez. Donc on est quand même dans un milieu concurrentiel qui n'est pas évident. Je pense que l'équipe 21, c'est peut-être une niche qu'il faut exploiter et voir ce que ça peut donner à terme. Maintenant, charge à nous de faire nos preuves, charge à nous de montrer que nous sommes en capacité d'attirer du public, et c'est déjà le cas dans les patinoires, parce qu'on a un bon public. Et ça dépendra aussi malheureusement des équipements, quoi. Je reviens là-dessus, mais c'est fondamental. Un bel équipement va vous attirer du monde. Je pense qu'à Gap, vous avez un bel équipement. Vous avez beaucoup plus de monde à la patinoire. Et on le voit partout. On le voit à chaque fois qu'il y a un nouvel équipement, ça marche. Et après, charge effectivement à chacun des clubs de le faire perdurer. Parce qu'il y a toujours l'attractivité du début. Alors après, c'est différent. Donc au niveau fédéral, on va essayer effectivement, les élus vont continuer à essayer de faire en sorte que les disciplines se médiatisent de plus en plus. C'est quand même la première fois depuis pas mal d'années qu'on a une journée de championnat télévisée entre guillemets par le web. Et puis je crois qu'il y a 11 transmissions qui sont faites au travers de l'équipe de France, les événements play-off, la Coupe de France, je crois, et puis la Coupe de la Ligue et le Winter Game à Grenoble. Donc tout ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'on arrive à cultiver ça avec eux pour que ça soit efficace. Donc, faites passer le message aussi que, désolé peut-être pas la télévision, qu'il y ait le plus de personnes qui s'abonnent à ça, à TV Équipe, pour que justement le schéma soit bien, le schéma dynamique soit bien. Mais en attendant, c'est un peu tuer tous les diffuseurs locaux. Oui, alors... donc c'est...
Enfin, nous, on Oui, le voit parce qu'il y a le effectivement. Rapace Live et après il y avait Chamonix qui diffusait. Il y avait beaucoup de clubs qui diffusaient en interne. Et nous, par le web, on pouvait, parce qu'on était qu'à Gap par exemple, on pouvait voir le match en direct par rapport à voilà, ces événements. Enfin, nous, je sais pas, peut-être s'exprimeront plus, ça tuait un peu l'effet, bon après peut-être interne, on va dire, du monde du Oui, hockey. et qu'est-ce qu'on veut pour notre discipline? Voilà. Et à un moment donné, c'est ça. Mm. Est-ce que c'est l'intérêt général ou est-ce que c'est l'intérêt de quelques clubs? On veut une Ligue Magnus structurée, on veut une Ligue Magnus qui soit attrayante, qui ait un format de championnat qui soit plus en adéquation justement avec une médiatisation, avec une attractivité du public, etc. Il faut penser à l'intérêt général. Et si on oublie effectivement le TV local, certes c'est intéressant pour le club, mais est-ce que ça va permettre une professionnalisation d'une ligue? C'est ça aussi derrière. Le problème Et du ça, c'est payant, c'est que vous n'attirez pas des gens nouveaux au hockey. peut-être. C'est le ressenti qu'on en a. Voilà, nous, Là, c'est vous ce avez qu'on a ressenti peut-être aussi. des favoris, Ouais. et Peut-être est-ce que lorsqu'il y avait Sport Plus, on attirait des nouveaux? peut-être pas beaucoup, mais Non mais cette Ouais, partie-là. mais c'était dans on- le panel on- de Canal. C'est dans le panel Ce de qu'il faut Canal. savoir, c'est que Sport Plus ne faisait pas le championnat de France, Oui. à part la finale. Donc là, ce qu'apporte l'équipe.fr, c'est les matchs de championnat chaque journée. Et puis après, on va voir ce qu'il en est de l'équipe 21. L'équipe 21, ça va être les matchs qu'on disait Sport Plus, les matchs d'équipe de France, la finale de Coupe de France, la finale de la Ligue et la finale des championnats de France. Donc on va voir, on pourra faire la comparaison à ce moment-là. Pour l'instant, c'est du plus. Alors effectivement, les chaînes, pas régionales mais locales, sont lésées d'une certaine façon, mais je veux dire, le téléspectateur, la personne qui veut voir l'image du championnat peut le faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire forcément. On y est arrivé parce que par le biais justement du réseau local. Mais moi, le souci, ce que je vois, c'est la qualité, pour l'instant, elle n'est pas au rendez-vous, le peu que j'ai vu. Et je n'ai pas l'impression que ça a été vraiment préparé. C'est ça le gros souci. Donc nous, on le voit parce qu'on s'est retrouvé un peu en porte-à-faux au dernier moment. Voilà, c'est un peu le ressenti que beaucoup ont. Et si vous avez un ressenti particulier effectivement sur cela, rien n'est interdit pour entre guillemets faire part de vos commentaires et puis que justement tout soit pris en compte pour qu'il y ait quelque chose de plus efficace et plus précis l'année prochaine. Il est vrai que ça peut donner cette impression-là. Maintenant, c'est sûr que le fait qu'il y ait quelques soucis au départ par rapport aux retransmissions, notamment sur le web, avec les problématiques de l'image qui se fixait, etc., au lieu d'avoir une fluidité de l'image, bon, tout ça se réglera dans le temps. Je pense qu'il fallait lancer quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être allé un peu vite, mais il fallait partir sur quelque chose. Parce que Sport Plus ne nous donnait aucune autre opportunité. Et les télés locales ne concernaient que certains clubs. Je veux dire, ceux qui n'en avaient pas, ils n'étaient jamais diffusés. Oui, mais justement, on peut peut-être servir des structures en place locales pour améliorer le système. Non, mais Je ne sais pas. Je sais pas. Là, il y a un diffuseur qui s'appelle TV Équipe, qui veut maîtriser la chose. Ils sont en train de partir. Ils peuvent maîtriser la structure générale en s'appuyant sur des télés existantes au niveau local. Vous allez voir la fédération, vous leur parlez de ça. Nous, on est des techniciens de sportifs. Toutes les logiques économiques et sportives, moi, j'essaie de vous transmettre ce que nous maîtrisons des Non, on n'est dossiers. pas là pour faire le procès Exactement. de ce qui a été mis en Moi, place. s'il y a effectivement des choses, des idées, etc. à partager, rien n'empêche de faire appeler entre guillemets. Justement, il faut que tout le monde. Dominique, c'est pas simple parce que quand on parle de tout le monde, pour habitude dorénavant, ça fait maintenant 7 ans que je suis là, quand on parle d'intérêt général, tout le monde est d'accord. Quand on secoue, on touche l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt général, plus personne. Je suis d'accord, c'est la même chose. Non, mais la même chose au niveau des clubs. c'est très compliqué parce que c'est exactement la même chose qu'un règlement. Le règlement, quand il touche personne, génial, c'est le meilleur règlement possible. Quand il nous touche soudainement, ah putain, il est à chier. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et c'est pénible. C'est pénible parce qu'aujourd'hui, si on veut réellement progresser, c'est ensemble. On peut pas. On est obligé de tenir compte effectivement des particularités locales qu'il peut y avoir, mais il ne faut pas oublier que sur un plan local, s'ils veulent se développer, il faut que ça soit aussi sur un plan national. Il faut bien qu'on ait conscience Je de ça. dis la même chose que toi, Gégé. Je dis la même chose que toi. Je te dis simplement
que les instances nationales peuvent aussi, si elles le souhaitent, s'appuyer sur des structures existantes qui font leur Ça propre. sera peut-être la discussion Voilà, qui ira voilà, dans un second temps. C'est dans un non, second temps. je dis la même Ce qu'a chose dit, que ce toi. qu'a dit Pierre tout à l'heure, l'analyse de tout cela peut-être amènera à cela. Ouais. Là, il y a eu une proposition globale, je pense qu'il fallait y aller. Il fallait, exactement. Et à un moment donné, tout le monde se plaint, et à juste titre, qu'il n'y a pas de médiatisation. Soudainement, il y a ces possibilités-là, il y a des risques qui sont pris, et la fédération était très consciente des risques. La fédération a partagé à un moment donné avec les présidents de club, c'est vrai, sur le tard, elle a été consultée sur le tard. Bon, voilà, il y a un risque, il fallait le prendre pour elle le prend, c'est bien, ça démarre, effectivement, il y a des soucis, ça se réglera avec le temps, et derrière, justement, ça permettra, j'espère, d'être plus efficace pour que cela dure. Oui, mais tu Si sais je très bien. peux juste me permettre, on a complètement dérivé Oui, c'est ça, sur laquelle chose nous étions à l'inverse. Sur la France-Russie. Voilà. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire encore sur l'organisation du match, parce qu'on a parlé sportif, mais bon, Et juste en termes de médiatisation de ce match France-Russie. Eh bien, la bonne nouvelle. Alors, voilà. Je sais pas si on peut l'annoncer, mais bon, on l'annonçait quand même, on verra comme si c'était officiel. Mais bon, la bonne nouvelle, a priori, c'était pas possible que nous soyons filmés par l'équipe 21 en direct, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, l'équipe 21, le vendredi soir, avait la cérémonie des champions, c'est ça ? Les trophées des champions. Ah, oui, donc, qui était un événement, l'équipe important, et donc non déplaçable, donc voilà. Et à 16h47, donc il n'y a pas bien longtemps, je viens de recevoir un SMS comme quoi, a priori, nous serions télévisés en direct sur Gap. À la place de Marseille. À la place de Marseille. À la place de Marseille. A priori, Marseille était spécialisé là. Chose. Après, bon, on est toujours un peu chauvin, donc chose sur laquelle moi je suis ravi parce que, au vu de l'engouement qu'on a vu pour la vente des places, on aura une ambiance hyper ok, on aura une ambiance sportive, on aura une bonne ambiance dans la patinoire. Donc, je pense que pour retransmettre quelque chose en direct au plan national, je préfère ça, et sans critiquer Marseille, où le public n'est pas forcément. Enfin, bon, moi je ne vais pas les critiquer, mais bon. Non, on l'a quand même vécu. Nous, on le connaît bien, le public de Marseille, puisqu'on l'a quand même vécu un an. Donc, je veux dire, on connaît le sujet par cœur. La patinoire, c'était la nôtre pendant un an, donc on maîtrise le sujet. Il y a eu des retours déjà concernant la vente de billets à Marseille Je ne peux pas vous dire. En ce qui me concerne. Non, il reste des places, mais après ils ont 5800 places. Mais pour revenir, ce match-là, au moins, il sera sur une télé. Il sera accessible à tous. Sur une chaîne, pardon, qui sera accessible à tous. Ce qui n'était pas le cas avec Sport Plus. C'est ça aussi qui a été. La fédération a pensé à ça. Il faut savoir que, pour revenir vite fait dans le cadre de la télévision, enfin, si je m'abuse, mais on n'a pas le droit de retransmettre, une télé locale n'a pas le droit de retransmettre en direct le match. Par contre, on a le droit de vous fournir un résumé ou une reprise du match après, ou un résumé. Donc après, c'est à nous de travailler différemment à ce qu'il y ait les résumés, les meilleurs highlights de chaque match. Ça, c'est jouable, c'est faisable. Donc, après, c'est peut-être une autre façon de travailler par rapport à comment on était parti de notre Pass Live d'ici TV quand on était commencé à travailler sur ce sujet. Il faut travailler différemment. Revenons à notre match Russie. Donc juste pour vous faire un point de... Donc on a parlé du match en lui-même, de l'intérêt sportif. Juste pour revenir sur les places, il reste une centaine de places à vendre debout. D'accord ? Pour environ 400 places demandées sur notre liste d'attente. Donc pas besoin de communiquer trop sur le fait qu'il y aura des places à vendre. On en aura déjà 300 qui vont nous manquer, donc voilà, forcément... Non, là, faites-nous confiance pour être transigeant et être droit dans nos rails. Premier demandé, premier servi. On a une liste, elle n'est pas ronde. On a commencé à la faire le soir, le samedi après-midi, où les gens sont partis parce qu'il n'y a plus de place, donc on servira les premiers. Concernant le programme en lui-même de la soirée, parce que c'est important, parce qu'on a le plaisir de recevoir l'équipe de France avec une belle affiche, mais au-delà du match de l'équipe de France, on veut vraiment faire un événement. Je ne sais pas si vous voyez, on a même travaillé sur le logo donc de l'événement, sans que ce soit, ça se fait pas trop normalement autour de l'équipe de France, mais bon, ça nous a été accepté par la Fédé dernièrement, donc on essaie d'y communiquer dessus, sur l'événement lui-même du match France-Russie à Gap, parce que ça fait 26 ans qu'on n'a pas eu de match, donc il faut en parler.
Le programme, donc le match est à 20h. Enfin, très attention, peut-être communiquer dessus. C'est pas 20h30 comme on joue nous en Magnus, c'est 20h. Et nous ouvrirons donc les portes de la patinoire à 18h. Donc logiquement, on n'aura pas les problèmes qu'on peut avoir lors des matchs Magnus avec des gens qui arrivent à 9h moins le quart quand le match a commencé depuis déjà un quart d'heure, puisqu'il y a la billetterie et les billets achetés. Là, il n'y a pas de billets achetés, il n'y a qu'un contrôle de billetterie. Donc normalement, l'entrée ira vite. Je crois que la soirée de Saint-Bogier samedi dernier, il y avait 2000 personnes aussi et c'est rentré assez rapidement, assez fluidement, on va dire. 18h30, 18h45, alors on ne sait pas, il y aura soit une série de vidéos, puisqu'on a un écran 4 face, il faut savoir en profiter. Donc on aura une série de vidéos pendant un quart d'heure, de 18h à 18h45, soit éventuellement un petit match de jeunes, de nos meilleurs gars français entre nous. Sur la glace, on n'a pas encore déterminé. Et à 18h45 commencera vraiment la vraie cérémonie. Gap peut-être n'affichera pas de joueurs du cru dans l'équipe cette année, mais on a quand même quelques joueurs qui ont fait des championnats du monde et des Jeux Olympiques à Gap. Donc en fait, on a vraiment voulu axer sur cet événement et on a voulu faire une cérémonie autour de tous les anciens internationaux qui ont joué en équipe de France. Donc on fait un match officiel avec l'équipe de France depuis la carrière, depuis l'existence du club. Cette cérémonie sera gentiment présentée par Laurent Belay, donc qui est quand même quelqu'un qui maîtrise le hockey, qui connaît son support, qui connaît le support, qui sait présenter des trucs. Donc on aura une belle cérémonie qui sera représentée. Ensuite, après, on a prévu un tas d'animations avec des tombolas, enfin bon, tout ce qu'on peut faire autour d'un match. Pendant le match, avant tiers, que ce soit au tiers ou après le match. Il y aura une tombola, on va essayer de trouver une tombola un peu sympathique, on va dire, où il y aura, donc c'est une tombola gratuite, on ne demande plus d'argent, hein, je pense qu'on en a bien demandé. Mais on a donc en fait une tombola où il y aura 5 billes au hasard tirés dans la foule et qui auront l'occasion de visiter un peu l'antre de l'équipe de France après le match. Je ne sais pas si on t'en a parlé déjà, mais si Eric t'en a parlé, mais on l'a plus ou moins validé, donc après on verra ce qu'on leur fera visiter. On nous a demandé gentiment d'être présents pour, à la fin du match pour pouvoir dédicacer. Oui, voilà, donc ça va. Et celle-ci, non. Non, voilà, donc juste 5 personnes qui a priori pourront, on va dire, visiter le vestiaire. Non, mais visiter le vestiaire, alors peut-être de suite, après il faudra qu'on se parle dans le timing. Ça se fera effectivement. Servir la bière. Voilà. Ça se fera entre les entraîneurs. C'est juste 5 personnes, c'est pas 50 personnes, c'est juste 5 personnes qui auront tiré au sort, qui auront le privilège de voir un peu l'équipe de France de l'intérieur. Des coulisses, donc ce qui est quand même intéressant. Effectivement, donc on aura une séance de dédicace dans le hall de la patinoire, dans le hall d'entrée. Après le match. Dans le hall d'entrée, que ce soit de la part, alors bien sûr on n'a pas pu en parler avec les Russes encore, mais on espère aussi avoir des joueurs russes qui font aussi des dédicaces. On aura une table russe, une table française. Peut-être qu'on n'aura personne en Russie, hein. La table sera peut-être libre, donc on mettra les Français à la place. Il y a une colonie russophone assez importante dans le département. Ensuite, on en profitera, ça fait bientôt 6 mois qu'on travaille sur l'organisation de notre clubhouse, qui bouge de jour en jour. Et on inaugurera ce qu'on appelle le Wall of Fame, donc du hockey gapensé. Donc toutes les stars du hockey gapensé auront en fait une photo. Oui, il en fera partie. Eh oui, c'est pas grave, hein, on t'en veut pas, bien au contraire, c'est un honneur. Donc voilà, donc là on va essayer d'inaugurer cette espèce de petit... Parce que le seul truc qui nous manque un petit peu, là, on a remodifié le vestiaire Magnus, mais c'est tout bête, hein, mais c'est la première fois en 2 ans où on met nos 4 photos de titres de titres de D1, de titres de Magnus. Il n'y avait rien dans le vestiaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a eu un peu du mal le club a du mal à s'approprier un peu le clubhouse ou notre vestiaire, comme avec l'histoire du club. C'est vrai qu'une nouvelle patinoire, ça a coupé complètement l'histoire du club. C'est vrai qu'on n'avait plus, avant on avait notre bar, avec nos coupes, on avait nos habitudes. Maintenant on n'a plus rien, donc c'est vrai qu'il faut qu'on recrée toute cette historique du club autour de ça. Donc c'est pour ça qu'on veut raménager notre clubhouse. Après des clap-clap, des programmes de match. Voilà. Est-ce qu'il y aura des ventes de l'équipe de maillot. Donc il y aura l'équipe de nous sommes en collaboration avec la Fédération française, donc nous aurons
comme nous vendons nos maillots des rapaces à chaque match, on aura la même chose. Mais par contre, il Les n'y aura produits dérivés il n'y aura pas de produits l'équipe dérivés de des France. rapaces, bien entendu. On ne fait pas de match de rapaces là, ici. C'est pas les rapaces, c'est C'est ce qu'on dit l'équipe de depuis France. le début. hein. C'est pour C'est ça pas que l'équipe de je France. tiens à préciser, il faudrait aussi communiquer, si c'est possible, en disant aux gens, ne venez pas forcément avec le maillot de l'équipe des rapaces. On est bien d'accord. Voilà. Mais bon, Parce que moi, ça va être leur après- idée. Dis, je viens avec mon maillot de hockey, mais je viens avec le maillot des rapaces. Mais s'il n'y a pas de Bien sûr. communication Bien sûr. faite à ce niveau-là, même tous les médias, j'allais dire, Non, Dauphiné c'est- Libéré, tout ça, C'est on vraiment soutient très l'équipe de important France, on aujourd'hui. n'est pas là pour soutenir Voilà. autre chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose. Enfin, on a eu quelques altercations avec des abonnés qui voulaient avoir leur place d'abonnés pendant les matchs des rapaces. Non, c'est pas un match des rapaces. C'est un match de l'équipe de France en co-organisation avec la Fédération française. Ça n'a rien à voir avec les rapaces. Donc il n'y aura pas de produit des rapaces, il n'y a pas de logo des rapaces dans le logo France-Russie. Voilà, on est à co-organisation, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc bien entendu, il y aura une boutique de l'équipe de France, donc, des produits dérivés de l'équipe de France. Donc après, je n'ai pas la teneur de ce qu'on aura comme matériel disponible. Je sais que le catalogue est très grand en ce moment, il est sympa, il y a plein de beaux produits. Est-ce qu'on aura tout ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas encore eu. Voilà. Si on a tout, donc on aura de quoi animer une belle boutique et tout ça. Donc, Il y aura tout, c'est-à-dire que les gens pourront effectivement découvrir l'ensemble du merchandising de l'équipe de France. Et puis de toute façon, comme le dit le président, c'est en collaboration. Et donc le club de Gap sera bénéficiaire. Non, mais voilà. En fait, Moi, l'idée, c'était, voilà, on vient soutenir l'équipe de France. bien sûr, c'est ça. Mais dans l'esprit de Créer beaucoup, ça la va être culture. jouer mon maillot des On rapaces. a c'est joué. ça, Ça serait dommage. On a essayé de créer jouer la le culture. jeu. Voilà, c'est ça. On a Ça va être essayé. difficile, hein. Ouais, C'est ça va l'esprit être montagnard. Ouais. Tout à fait, ça sera difficile comme vous l'avez dit. De toute façon, il faut bien démarrer. Bah, il faut bien démarrer, c'est ça. Mais sachez qu'à tous les autres endroits où ça s'est fait, ça a fonctionné. Oui, non, Et ça a je pense que fonctionné c'est bien mieux que ce que pouvait penser la fédération. Donc du coup, on fait aussi un système d'éco-cup. Donc je ne sais pas si vous en avez une maquette là. Donc l'éco-cup, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un verre jetable pour la bière, il faudra contre une caution d'1 euro. Vous avez le verre, on vous le rembourse 1 euro à la fin, vous le conservez comme souvenir. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, on a poussé avec la Fédé pour créer un logo de l'événement, parce qu'on veut communiquer sur l'événement aussi. C'est bien, c'est bon. Ça fait un donc voilà, on s'est permis de mettre Baptiste Amar sur l'éco-cup, qui est quand même un joueur qui a pensé à se À la base. À la base, il a fait son mineur. Mais Monsieur Guedelon a aussi joué à Gap. Oui. Très jeune. Oui, 2 années. 2 années. Ah, on a dit 4 ans. Et en cadet. Elle était champion avec Gap. D'accord. Donc voilà, je tiens à préciser aussi que, au vu de la popularité qu'on a eue autour de cet événement, parce qu'on a bien senti avant même de mettre les places à la vente qu'on allait plein. On est parti sur le principe qu'on serait plein. On savait qu'on manquerait de place. Donc on n'a pas forcé non plus, on n'est pas forcément allé taper à la porte de toutes les institutions pour demander des subventions. On en a tapé une de subvention à la porte, mais bon, on s'est fait gentiment retoquer. Donc voilà, qui était la ville de Gap. Donc la ville de Gap nous met gracieusement à disposition la patinoire, mais ne nous donne pas de subvention en contrepartie. Donc voilà. Le tout, c'est que nous ayons la patinoire et qu'on puisse faire une organisation comme on le souhaite. Donc c'est grâce à la ville de Gap quand même qu'aujourd'hui nous avons ce bel outil qui n'est pas forcément parfait, mais qui est quand même... On n'aurait pas pu imaginer faire un événement comme ça à la blague, c'est clair. Donc voilà, donc il faut quand même savoir le reconnaître. La qualité de la glace s'améliore. C'était la RDA qui était venue. Oui, mais la qualité est forcément, la qualité de la glace s'améliore. À l'époque, l'équipe de France avait zéro dans la patinoire. à la plage. Plus de problème. Le terme de l'Empire soviétique. Ça va mieux. Donc voilà, l'histoire, si vous voulez communiquer, l'idée c'est de vraiment communiquer qu'il y aura une préfète du hockey français, et particulièrement du hockey français animé par les joueurs gapençais à partir de 18h30. Donc voilà, le match est à 20h, mais c'est vrai que si la patinoire est vide quand on va faire l'événement, la présentation des anciens joueurs avec Laurent Belay et tout ça, ça serait bien que tout le monde soit là. Voilà. Donc, je pense que les gens viendront bien en avance, parce qu'ils ont l'habitude de ce qu'est qu'un match des rapaces, de venir arriver 100 mètres de queue dehors.
Donc, Et puis bien dire aux gens qui n'ont pas de billets, surtout restez chez vous, quoi. Parce que c'est une évidence. Regardez l'équipe. regardez l'équipe. C'est une évidence. Maintenant, grâce à cette réussite, grâce à cette réussite L'équipe l'équipe 21. 21. de vente, non mais grâce à cette réussite de vente, c'est vrai qu'aujourd'hui on est en force vis-à-vis de la fédération pour essayer de demander d'autres matchs internationaux et d'en organiser régulièrement. Donc voilà, maintenant, quand on nous a présenté le projet de la patinoire, C'est à la télé, c'est pas la... ouais, mais Moi je sais que c'est porteur parce que moi j'ai deux copains à moi qui viennent pas forcément au hockey et là ils ont vu France-Russie, ils ont dit on prend des billets. Donc comme quoi l'événement quand même... c'est ce qui nous frustre le plus aujourd'hui. C'est magique. C'est qu'aujourd'hui, Ouais, mais ça peut on leur a donner encore l'envie. fait un événement pro hockey et interne hockey. Je veux dire, nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 loges qu'on commercialise toute l'année. Alors, il y a le côté, là c'est moi qui gère les comptes un peu plus du club, il y a le côté financier et rapporter un petit peu d'argent et de finances au club. Mais moi, le plus important qui m'intéresse dans ces loges, c'est le côté communication à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir un sponsor, je dis n'importe quoi, BMW, qui va venir et qui va inviter 20 clients. Mais 20 clients ne sont peut-être jamais venus voir un match hockey. Et qui vont venir voir ce match, ils vont dire putain, en fait c'est génial. Et du coup, vont revenir et vont en reparler à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est que, j'aurais aimé pouvoir parler comme ça il y a 2 ans ou 3 ans, quand on avait nos 800 places à la Blache, et qu'avec 2300 places, on serait toujours en manque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à communiquer à l'extérieur de notre public. On est toujours, dès qu'il y a un match un peu important ou quoi que ce soit, on est plein, mais en interne. En fait. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à communiquer. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je pense que, dans la petite plaisanterie, j'ai appelé Eric Ropert il y a 2 mois et je lui dis arrête tout, mets pas les Russes à Marseille, je vais voir les 2 matchs à Gap, il n'y a pas de problème. Bon, c'était pas possible, bien entendu. C'est dommage, c'est dommage. Mais on aurait vendu les 2 matchs. On aurait vendu les 2 matchs. Parce que là, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas mis une place sur Internet. On n'a pas communiqué une fois sur les places. On n'a pas vendu une place sur Grenoble, sur Briançon, on a communiqué nulle part. Marseille, on se fait la vente. C'est quel jour Comment? À Marseille, ça sera plein. Pardon? La veille. Marseille, c'est 5600, il faut le trouver. Ouais, il faut le trouver, c'est pas même public. Non, mais quand même, l'Alparena, première année, France-Russie. C'est une sacrée carte de visite. Deuxième année. Deuxième, ouais, enfin. Non, mais je ne dis pas. En termes de calendrier, c'est deuxième année, mais pas. On s'est occupé l'année prochaine, faites-nous un France-Canada. L'année dernière, on s'est occupé particulièrement avec Philippe d'avoir, parce qu'on avait commencé à discuter avec Eric très tôt d'un France-Finlande, Norvège, France-Norvège, qui pour des raisons, on va dire financières vis-à-vis du club de Lyon, a été donné plutôt à Lyon pour qu'ils puissent un petit peu sauver ce qui était sauvable, parce qu'ils avaient fait le tournoi sur lequel ils avaient quand même perdu pas mal d'argent. Donc on a perdu ce match, voilà, moi j'ai été déçu, quand il m'a annoncé, on était très déçus parce qu'on y comptait dessus vraiment en termes d'événements, hein, parce qu'on n'a jamais compté dessus en termes financiers, parce qu'il faut savoir que France-Russie, on n'a rien provisionné dans notre prévisionnel 2013-2014, on n'a pas provisionné de recettes France-Russie. Mais c'est quoi justement la répartition du magot? La répartition du magot, bah, c'est assez traditionnel. Hein. Enfin, je ne sais pas si on peut en parler, mais je pense que c'est 60% pour le club et 40% pour la fédé. Mais par exemple, d'inviter l'équipe de Russie, ça coûte à la fédération, ça coûte au club, ça coûte à qui? Là, il y a juste entre les deux clubs, il y a la prise en charge de l'hébergement, des transports. D'accord. Quand on parle de transport, évidemment, de Russie. C'est pas de Russie. Bon, je croyais. Ça, c'est à charge de l'équipe nationale. Puis en plus, c'est nous qui payons notre voyage. Non, c'est la prise en charge de l'aéroport. Oui, voilà. Parce qu'ils arrivent à Marseille. Mais pour la petite anecdote. Pas à Marseille, ils arrivent à Nice. À Nice, c'est Nice. Pour la petite anecdote. Paris, Marseille, il n'y a pas de c'est près de Monaco. Il y a Moscou-Nice, mais il n'y a pas Moscou-Marseille. Il n'y a pas Moscou-Marseille. Disons, il y a Moscou-Marseille, mais avec escale à Munich ou à Francfort. Pour eux, c'est vol direct. Pas de vol direct. Donc là, la charge est là. Voilà, la charge démarre là. Et ensuite, entre l'hébergement, la restauration, tout ça, c'est partagé entre les deux clubs, entre les deux structures. Et comme c'est pas le club de Marseille, c'est la patinoire, c'est l'UCPA, je crois, qui charge un peu ça. Bon, voilà, c'est partagé. Oui, d'accord. Mais nous, le bonheur, c'est vrai qu'en plus,
pour nous faciliter la tâche, c'est que l'équipe de France et tout ici sont totalement hébergés sur Marseille. En fait, on fait moitié-moitié avec Marseille. Nous, on a juste à notre charge, à part, c'est d'aller les chercher à Marseille, de monter à Gap et de les redescendre le soir même à Gap. Et les nourrir à Marseille. Vous les redescendez à Le Marseille soir même. Et de les nourrir le soir. Donc, on a prévu un petit, restaurant sympathique à l'équipe russe avec un petit peu de vodka, foie gras et tout. De façon à leur faire découvrir un peu le pays. Pas des tontons, mais du jambon. Oui, bien sûr, on partage totalement, on partage en deux, ce que j'ai dit, on partage en deux. Les frais sont partagés en deux. Même s'ils dorment en Qui est le jambon? Il faut savoir. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est hyper facile pour nous. Parce que du coup, parce que c'est vrai que le premier match, quand on a parlé de France-Norvège, il faut savoir que voilà, le cahier est quand même assez strict. C'est minimum 3 étoiles. Et des 3 étoiles de 30 chambres, cherchez bien. Donc, si on veut, il faut réserver 2 hôtels, donc il faut aussi prendre maintenant. Voilà. Donc, c'est notre problème à Gap, c'est qu'on a, on sait bien, on n'a pas une hôtellerie on n'a pas une hôtellerie très développée. Donc c'est compliqué. Mais voilà, là l'avantage c'est qu'ils ont été à Marseille. Donc, Ici, tu leur fais un petit repas coquillette jambon. on se la joue un peu mieux. Non, on a vraiment mis les petits plans dans les grands pour essayer que la Fédé, même si la Fédé fera aussi une partie du bénéfice, mais que la Fédé surtout soit hyper contente de l'accueil que Gap lui a fait. Il faut que ça soit une réussite, voilà, c'est ça. Voilà, que ce soit une réussite et aussi autant du côté du public que oui, du côté de tous les l'organisation. niveaux. Côté public, j'ai aucune inquiétude parce que je sais que ça va y avoir une folle ambiance dans ce match. Le chaudron. Mais nous, on le souhaite. Les joueurs sont là pour ça aussi. Qui nous donne un beau spectacle aussi, voilà, c'est ce qu'on demande. Non. Ah oui, c'est. Juste pour revenir sur l'écran géant, comme ça a été envisagé, j'ai vu que d'ailleurs aussi de la télé avait relayé. Qu'est-ce qui a fait finalement Là aujourd'hui, techniquement c'est compliqué. Déjà parce qu'il faut, à un moment donné, on n'était plus retransmis jusqu'à il y a 1 heure, jusqu'à 16h47 quand j'ai reçu le SMS. Donc on n'était plus retransmis, donc on n'était pas télévisé. Donc déjà pas télévisé, ça veut dire qu'il faut produire les images pour les mettre sur un écran. C'est un peu notre terme. Donc on avait complètement stoppé l'idée de cet écran. Maintenant, bon, pourquoi pas. Si l'équipe 21 nous tire un câble, si on peut tirer un câble direct et le passer sur un écran géant, c'est pas le coup d'un écran géant derrière le faire. Donc après derrière le faire, nous on avait prévu de le faire dans le CMCL parce que le 20 décembre il fait froid. On ne peut pas le faire on serait au mois de mars-avril ou au mois de septembre, on mettrait sur le Google, mais là c'est pas possible. Des fois il y a Noël au balcon, hein. Ouais. Pas cotisant. Donc là, au dernier Noël, on avait totalement laissé tomber l'idée. Mais pourquoi pas maintenant, il faut qu'on regarde techniquement après avec l'organisation si avec les gars de l'équipe, si on peut éventuellement mettre un écran dans le CMCL et Très haut débit maintenant. Ouais, mais bon. Voilà. Mais ça après tu me parles vachement. Mais on va nommer Daniel Capino qui est un grand spécialiste des nouvelles technologies, fibres, ADSL et Internet. Vous dormez, vous faites ça, vous l'avez. Philippe, je te laisse finir, je te laisse conclure. Moi j'ai conclu. En conclusion, Et la France va gagner. moi je vais reprendre les termes qu'a dit Jérôme. On a vraiment la volonté d'aller jusqu'au bout de l'événement pour faire une belle manifestation, pour faire une belle fête du hockey. On veut que les joueurs de l'équipe de France soient fiers et soient contents de venir à Gap. On veut que la fédération, les entraîneurs, tout le staff technique soient contents de l'accueil qu'on leur réserve, du public, du club, etc. Donc on travaille à fond là-dessus pour satisfaire le public et la famille. On veut que ce soit vraiment une chose. De toute façon, c'est le bleu, blanc, rouge qui va de toute façon gagner, on ne sait pas dans quel ordre. Maintenant, la pression est sur Pierre. Et voilà. Je vais la remettre. On va la remettre aux bonnes personnes. Voilà. Bah, écoutez, C'est bien. merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Debout avec la boue. Ah bah bien. La paraffiche là, non? Oui. Ah oui, la
Voilà.